Ok, parfait, merci. Ok, donc maintenant, nous allons passer aux fake news à l'école. Et c'est Jean-Christophe Léglise qui va donc nous présenter cette réflexion. Jean-Christophe a vécu en France, au Danemark et en Espagne. Et d'un point de vue personnel, je suis curieuse de savoir s'il a pu suivre dans toutes les langues la présentation précédente. Il possède un diplôme de langue en linguistique des universités de la Sorbonne à Paris 4 et Sorbonne Nouvelle à Paris 3. Il a enseigné à l'armée au Centre École de l'Aéronavale de Rochefort, dans la Marine nationale, puis à l'Éducation nationale. Jean-Christophe, je vous passe la parole. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend bien. C'est une bonne Parfaitement. présentation. C'est une bonne présentation. Pour répondre à la question, oui, j'ai zappé avec plaisir entre les différentes langues, enfin pour celles que je peux entendre. Je suis absolument bluffé par la qualité des interprètes, celle des intervenants également, qui est très variée. Je pense que c'est vraiment un très très bon exercice. Et c'est donc avec joie que je vais me prêter à l'exercice moi-même. Enfin, ça va être aux autres de jouer pour le coup. Donc, ma présentation était parfaite. Alors, on a vu que j'aimais les voyages, les langues, hein. Je suis enseignant, j'aurais pu faire d'autres choses. J'aurais pu devenir chimiste ou biologiste en Chine, ou président du Brésil, ou milliardaire et détenir des consortiums d'information. Non, je suis devenu prof à l'école, et en particulier en région parisienne, dans les collèges et les lycées maintenant. Alors, les fake news à l'école. Une petite définition, chacun y va de sa définition de ces rappels historiques. Je ne vais pas déroger à la règle. Ça a été dit, ça ne date pas d'aujourd'hui. Une des plus anciennes fake news que nous connaissions tous, c'est les trompettes de Jéricho. On se souvient qu'on nous raconte qu'après leur exode, les Hébreux arrivent en terre promise et vont conquérir la ville de Jéricho grâce au son des trompettes qui vont faire s'écrouler les murs. C'est dit dans la Bible. Enfin, c'est ce que nous croyons, parce qu'en fait, si on lit vraiment l'Ancien Testament, on s'aperçoit que le récit parle d'une cérémonie religieuse que les Hébreux auraient célébrée autour de la ville de Jéricho. Et si on lit entre les lignes, il s'agirait plus finalement de prosélytisme et de conviction, peut-être de charme, et certainement pas d'une bataille avec des catapultes ou des flèches de feu. Et pourtant, c'est ainsi qu'on raconte, tout le monde a cette image des trompettes de Jéricho qui font s'écrouler les murs. Et on a même entendu des curés le raconter en catéchisme à de jeunes enfants. C'est même parfois que c'est enseigné par les professionnels de l'enseignement religieux. C'est dire si les fake news peuvent avoir la vie dure, parce que là, ça fait quelques siècles qu'elles durent quand même. Alors, une fake news, c'est un phénomène qui concerne essentiellement des questions sociétales et politiques. Fake news, en bon français, hein, ça veut dire fausse, donc mensongère. Nous savons aussi qu'un bon mensonge, c'est 99% de vérité ou un peu moins, mais plus il y a de vérité, plus c'est crédible. C'est un peu comme le sucre dans les gâteaux. Plus on met de sucre dans le gâteau, plus le gâteau est sucré. C'est d'une évidence même, et ça passe mieux. Les fake news plus proches de nous, on se souvient de celle qui est revenue à la mode, qui date d'il y a une quarantaine d'années. C'est le non-alunissage d'Apollo 11 en 1969. Les Américains n'auraient jamais débarqué sur la Lune. On est dans les années 70, on est en plein scandale du Watergate. Les citoyens américains voient leur fils mourir à la guerre du Vietnam, ils le payent de leurs impôts. Bon, il y a une défiance croissante de la population envers les autorités. Là-dessus, quelques années plus tard, arrive le film Capricorn One, qui met en scène un faux débarquement sur Mars. Et cette fake news va vraiment prendre en importance. On l'a réentendu récemment, depuis quelques années. C'est quelque chose qu'on trouve sur les réseaux ou dans les discussions, dans les bus. Ça remet en cause l'hégémonie des États-Unis. C'est peut-être une idée, mais c'est par un mauvais moyen, puisque on a quand même la preuve que les Américains sont arrivés sur la Lune. Il me semble que c'est évident pour tout le monde. Beaucoup plus grave, en 1998, un certain Andrew Wakefield, un chirurgien anglais,
établit un lien entre le vaccin contre la rougeole et l'autisme. Le problème, c'est que son étude est basée sur 12 enfants. Il est parfaitement avéré qu'il s'agit d'une fraude scientifique volontaire à des fins financières, mais trop tard. Ça a donné un crédit criminel aux dérives des antivax issus de la génération des baby-boomers, et le mal était fait. Alors bon, ça c'est pour les fake news en général. L'école n'est pas à l'abri. Alors par où les fake news rentrent-elles à l'école? Si on remonte le chemin, bon, c'est les élèves très souvent qui les amènent. Nous l'entendons, nous, en tant qu'enseignants, nous entendons, on laisse traîner nos oreilles dans les couloirs, dans la cour, mais aussi parfois par des interpellations en classe. Ce qui pourrait paraître rassurant dans un premier temps, on verra plus tard pourquoi, mais c'est vrai que ça pourrait passer pour quelque chose de rassurant dans la mesure où si on est interpellé, c'est que quelque part, les élèves vont chercher une confirmation. On verra que ce n'est pas toujours le cas. Donc les élèves, bien sûr, entre eux, c'est le bouche à oreille. Hein. Là, il y a un concours, il y a une surenchère. Les adolescents entre eux, ça va être à qui raconte la nouvelle la plus intéressante. Généralement, plus on en rajoute, plus c'est intéressant. C'est dans un but de briller, de se faire briller soi-même ou de montrer tout simplement son appartenance au groupe, hein, le partage autour d'un rire ou le partage autour d'une indignation. Eux-mêmes vont puiser ces fake news dans leur cercle de connaissances, bien sûr, leurs propres amis extérieurs, leur famille, évidemment, depuis quelques années, depuis les réseaux sociaux, depuis les médias. On connaît l'influence du smartphone. Tous ceux qui ont des ados savent que les ados passent une grande partie de la vie sur leur smartphone. Donc, pour eux, c'est tout un pourcentage de la réalité de leur vécu. Cette vie et ces informations partagées par les réseaux, sur les smartphones, sur l'ordinateur, c'est une partie réelle de leur vie. Ça compte pour de vrai. Derrière ça, si on creuse un peu, là, ça devient plus un travail de spécialiste. On s'aperçoit qu'au-delà du bouche à oreille et du cercle d'amis, on va trouver, bien sûr, des groupes constitués qui ont une volonté politique. Fréquemment, ce qui nous concerne dans les banlieues françaises, politico-religieuses en particulier. Alors, ça peut être sur le net, mais ça peut être dans les quartiers, par le biais de certaines associations ou certains groupes. Et il ne faudrait quand même pas oublier l'institution elle-même. Alors, dans le cas de la France, c'est peut-être moins grave qu'au Brésil ou moins grave qu'aux États-Unis ces dernières années. Mais l'institution a quand même son lot de ce qu'on appelle généralement la propagande, de la construction du roman national. Il y a une culpabilité à ne pas nier. On va la trouver dans les programmes d'histoire, dans l'orientation des pédagogies, peut-être plus par omission que par fausse nouvelle, mais justement, ça laisse un vide à combler. Et j'y reviendrai également tout à l'heure sur ce vide à combler qui favorise en fait la naissance et les fake news. Alors, les fake news, ça rentre à l'école et puis ça fait le tour des classes, le tour des couloirs. C'est le bouche à oreille et on connaît le phénomène de bouche à oreille. Ça aboutit à une déformation, une amplification et les effets sont parfois ravageurs. Alors, de quel type de fake news s'agit-il à l'école? Un peu comme partout, hein, les mêmes sujets vont être abordés, mais ça commence déjà par les rumeurs qui concernent le cercle immédiat. Les élèves eux-mêmes, par exemple, les quartiers, ce qui se passe autour d'eux, dans leur cercle très, très immédiat. Alors, il y en a qui sont créés in situ, c'est très simple. Les élèves arrivent en classe, ils prennent position à leur pupitre, on fait l'appel, et puis il y en a un ou deux qui sont absents. Et alors, si jamais, par exemple, un élève vient être absent un jour, 2 jours, 2 semaines, 3 semaines, alors là, faute de vraies nouvelles, faute de véritables informations, ça peut commencer. Alors, il a eu un accident, il est mort, il est en prison, on entend de tout. Si la chose n'est pas expliquée, là, il y a une construction qui se fait autour de l'explication de l'absence du camarade, par exemple. Ça peut venir de l'extérieur, alors notamment avec certaines classes d'âge, on a des histoires d'absence qui seraient justifiées par une garde à vue, par exemple, qui bien sûr aurait donné lieu
à une bavure policière, bien sûr une bavure policière à caractère raciste. Alors attention, on ne va pas nier que ces choses-là existent. Il y a parfois, malheureusement, des bavures policières à caractère raciste qui s'exercent sur des adolescents. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'on est au contact des enseignants, au contact des enfants dans les quartiers, c'est qu'à bien les écouter, ça serait plus que monnaie courante. Ce sont des choses qui arriveraient tous les jours par plusieurs exemples. Alors, il y a bien sûr des cas où c'est vrai, malheureusement. Bien sûr, je ne peux pas moi-même me positionner comme une statistique, mais si je comptais moi-même, il y aurait plusieurs blessés, plusieurs morts par semaine, rien que dans la commune où j'habite. C'est faux, ça ne peut pas être vrai. On l'entend, c'est véhiculé. Et alors, quand on essaye de débunker, on leur demande, mais de qui parles-tu? De quel camarade parles-tu? De quel voisin? Donne-moi son nom. Et là, il faut vraiment insister pour qu'on nous explique, non, mais c'est quelqu'un, c'est un ami qui m'a raconté, c'est un cousin qui m'a raconté. Et bon, on s'aperçoit qu'évidemment, dans 90% des cas, c'est faux. Malheureusement, ça crée une réalité et ça explique, par exemple, l'ambiance qui règne dans certains quartiers, la défiance vis-à-vis de la police. Encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème à ce sujet-là. Il y en a évidemment, nous le savons. Mais c'est tellement exagéré que le vécu de ces enfants qui sont en construction complètement déformé. Et bien sûr, leur attitude par rapport à ça n'est du coup plus du tout adaptée à la réalité. Ça va très très loin. Bon, on a un exemple qui est très connu, une vraie bavure policière pour le coup, d'un jeune homme du nom de Adama Traoré, qui effectivement, lors d'une interpellation qui a mal tourné, ce garçon est effectivement été retrouvé mort au commissariat. Tout ça est vrai. Et il a été bien sûr dit que c'était du racisme, que le racisme était l'objet, le motif du tabassage, du traitement qui avait conduit au décès de ce jeune garçon. Si on creuse un peu l'information, on s'aperçoit que sur les 3 policiers qui sont concernés, 2 étaient, comme Adama Traoré, d'origine africaine, ce qui exclut un peu le motif du racisme. Mais voilà. Les rumeurs concernant les objets de consommation. Alors ça, c'est autre chose, ça peut paraître moins grave, mais c'est pareil, ça impacte l'alimentation des enfants. Il y a des exemples qui sont très connus. Les ingrédients du Coca-Cola, par exemple. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais si je devais citer toute la liste que j'ai entendue moi-même des ingrédients du Coca-Cola, c'est quelque chose d'absolument formidable. Ça, avec les prix du pétrole en ce moment, si finalement on ferait mieux les mettre dans la voiture. La graisse de porc qui se trouverait, alors on a su qu'il y avait effectivement dans certains bonbons d'une certaine marque, il y avait à une époque de la graisse de porc, de la graisse animale. Sauf que du coup, les élèves racontent qu'il y en a dans les bonbons, mais aussi dans autre chose, dans la pâte à tartiner Nutella, pour ne pas citer la marque. Cela, par rapport également aux interdits religieux, je pense notamment aux élèves qui sont musulmans, qui sont censés suivre certaines règles alimentaires. Je ne suis pas un spécialiste du Coran, je ne sais pas exactement tout ce qui peut être halal ou pas, mais à entendre les élèves, c'est absolument hallucinant. Ils ne pourraient plus rien manger, en fait, si on les écoute. On sait tous que finalement, c'est beaucoup plus simple que ça. Mais pour eux, c'est toujours pareil, c'est cet exercice de surenchère, et toujours dans l'exagération. Et bien sûr, encore une fois, les réactions sont en conséquence. Le comportement des enfants s'adapte à cette fausse vérité, ce qui leur fait adapter des comportements parfois très déconcertants pour l'adulte. Alors bien sûr, comme nous, ils sont sujets aux rumeurs concernant l'actualité, comme pour les adultes. Ils parlent de connivence entre les hommes politiques, de corruption, de délits divers, de personnes en vue. Encore une fois, nous savons que les hommes politiques peuvent avoir des connivences, être corrompus ou corrupteurs, qui peuvent commettre des délits, c'est vrai. Mais là, on va très très loin. On parle de complots de francs-maçons, de choses qui n'existent même pas, comme les fameux Illuminati dont tout le monde a entendu parler. L'exemple très, très connu de Bill Gates, qui serait donc, je crois, directement responsable de l'inculcation de puces 5G par nanotechnologie dans le vaccin anti-Covid, ce qui donne aux enfants, aux adolescents, une image quand même du monde adulte très dangereux.
il est très inquiétant de voir que les adolescents se construisent dans un monde où les adultes cherchent à leur nuire à leur santé, on est dans l'intégrité physique, ils mettraient leur intégrité physique en danger. Lorsqu'on attaque alors ce n'est pas mon cas, mais pour en discuter avec les collègues de sciences, certains sujets sont devenus très compliqués. Parce que là, c'est la religion qui intervient, mais aussi les fake news. La religion qui est intervenue sur le thème des dinosaures ou de Darwin, dont les dinosaures dont l'existence est remise en cause, la théorie de Darwin également. Mais justement, notamment lors de la pandémie, on a bien entendu que les cours de SVT étaient pris par certains élèves comme juste une autre théorie, juste une autre version, qui n'est pas forcément la bonne et qui était complètement délégitimée. Et ça, c'est le terme. C'est que c'est la délégitimation du discours enseignant. Donc c'est ça, c'est les conséquences, je vais en venir aux conséquences. Dans les cas que j'ai cités au début, lorsqu'un élève est absent ou lorsqu'on dit qu'il a fait quelque chose, on arrive rapidement à des cas de harcèlement basés sur la réputation de cas individuels, des élèves qui sont soupçonnés de n'importe quel délit, de déviance morale, de vice caché. La rumeur se répand. Elle est considérée comme vraie et l'adolescent passe à l'acte, c'est-à-dire qu'il y a des fake news accusatrices, et ça mène à une analyse, un jugement populaire et qui peut devenir un lynchage, vraiment un lynchage, et je parle là éventuellement en termes physiques. Alors, ça peut être sur les élèves. Nous connaissons aussi malheureusement en France le cas de notre collègue Samuel Paty, qui lui était enseignant, qui, suite à un certain cours qui concernait les caricatures de terroristes islamistes, a été victime d'une fake news qui a abouti à sa décapitation. Puisqu'une élève qui était absente d'ailleurs à ce cours, a raconté la façon dont se serait passé ce cours. Bon, comment aurait-elle pu le raconter puisqu'elle était justement absente ce jour-là? Elle a raconté ça à ses parents. Ses parents s'en sont émus sur les réseaux sociaux. Bien sûr, les réseaux sociaux, donc une partie visible publiquement, jusqu'à ce que ça tombe sous les yeux d'un garçon dont je ne me souviens pas le nom, mais qui s'est trouvé investi de la mission de tuer cet enseignant dont le discours ne collait pas avec sa vision à lui. Donc, clairement, la fake news peut tuer. La délégitimisation du corps enseignant, c'est la principale, hormis l'atteinte au corps, voire le meurtre, c'est quand même la principale conséquence des fake news à l'école. Le but et le moyen se confondent, c'est-à-dire que c'est en délégitimisant le discours qu'on va délégitimer la parole, c'est-à-dire que le moyen et le but se confondent vraiment dans le sens qu'on nie la possibilité de parler de quelque chose au nom du fait que ce quelque chose est faux. Et ce quelque chose est faux parce que c'est la personne qui parle, parce qu'on est porteur d'un discours institutionnel, ça ne peut être que faux. Et parce qu'on dit quelque chose de faux, on est porteur du discours institutionnel. La logique est compliquée à capter. C'est un serpent qui se mord la queue, mais c'est clairement une attaque. Alors, on pourrait dire aux valeurs de la République, puisque l'éducation nationale en France, qui est très répandue, c'est surtout de l'enseignement public. On pourrait dire que c'est une attaque aux valeurs de la République, mais c'est une attaque à l'enseignement, à l'instruction elle-même. C'est ce qui est inquiétant. On sait que les fake news, les rumeurs vont plus vite et ont tendance à être plus percutantes que les vérités, ce qui conduit évidemment l'école à se sentir très en danger. Alors en France, on a une vraie volonté gouvernementale. Ça, il faut avouer qu'on a eu des séquences pédagogiques pour nous apprendre à traiter la chose. Des formations ont eu lieu en visio, il y a eu des stages négociés pour l'ensemble des documents qui ont été donnés, des instructions officielles sur la posture à tenir, sur le discours à tenir. Mais encore une fois, c'est le serpent qui se mord la queue. Lorsqu'on est interpellé en classe, si on veut parler de médecine, on va nous dire « vous n'êtes pas médecin ». Donc
Ce n'est pas la peine qu'on leur parle de vaccins, de biologie. Si on veut leur parler de l'alunissage en 1969, ils vont dire « mais vous n'êtes pas astronaute, donc vous n'avez pas droit à la parole ». Et ainsi de suite. Si on veut parler de religion, vous n'êtes pas docteur en Coran, vous ne pouvez pas savoir. Pour les relations avec la police dans mes quartiers, vous n'avez jamais été en garde à vue, vous ne pouvez pas savoir. Voilà. Donc, c'est un dialogue qui n'existe pas vraiment. C'est un dialogue qui cherche en fait à rompre le dialogue. C'est le paradoxe de la culpabilité. Plus on va chercher à se justifier, plus on va chercher à expliquer, plus on va nous dire que « ah mais voilà, vous cherchez à vous justifier parce que vous savez que c'est faux, justement ». Ou si on va interdire, par exemple, dire bah, « ne dites pas ça, c'est faux », on va nous dire « non, bah, cette censure, voilà, vous nous empêchez de nous le dire, vous nous empêchez de le dire parce que c'est vrai ». Comment lutter contre les fake news à l'école? Alors, à l'école ou partout ailleurs, ce n'est pas forcément l'école qui peut résoudre tous les problèmes de la société. La réponse à la question est dans le problème. Le problème des fake news, c'est le terreau sur lequel elles se développent. Ce sont clairement les classes les moins instruites, les plus défavorisées, qui du coup peuvent être plus frustrées par rapport à une certaine promotion sociale, voire revanchardes. C'est sur ce terreau-là que se développent les fake news. Nos séquences pédagogiques restent inopérantes, la censure est carrément contre-productive. Il me semble qu'une vraie solution pour lutter contre les fake news, ce serait une société inclusive, plus harmonieuse, où chacun trouverait sa place et trouverait le bon ton de partager une même vérité. Ça compter que la vérité existe, mais ne pas vouloir être absolument en lutte contre la vision d'une certaine société installée de façon systématique. L'école, je l'ai dit, l'école est partie prenante, mais elle n'est pas la seule à pouvoir résoudre les problèmes de la société. C'est le travail de tous, bien sûr des autorités, du gouvernement, mais chacun autour de soi. Je pense qu'elle est vraiment pour le coup tous responsables. C'est vrai que les fake news datent d'il y a très longtemps. On pourrait penser qu'aujourd'hui, elles font plus de mal parce que c'est via les réseaux sociaux, etc. Je voudrais bien distinguer deux choses. Il y a la plus ancienne fake news que j'ai citée, elle vient de l'Ancien Testament. Ce n'est pas nouveau que les gens cherchent à répandre des fake news pour bâtir une autre vision, pour être en lutte contre l'ordre établi ou pour changer les choses. Je ne suis pas contre la révolution, je ne suis pas contre le fait que la société évolue, mais si ça peut être à coup de vérité, pas à coup de mensonge, ça sera un petit peu mieux. Alors, pour conclure sur nous à l'école, ça peut sembler être un échec. Il faut savoir que comme tout ce qu'on fait à l'école, les effets sont parfois tardifs. Ça ne se passe pas forcément en classe au moment où on rentre en sixième ou au moment où on a le bac. Les effets de l'école sont parfois à retardement, y compris les bons effets. Le fait d'avoir été confronté à des instituteurs, des professeurs qui quand même avaient un discours posé, scientifiquement élaboré, je pense, aide à la construction de ces adolescents qui, peut-être une fois passé cette période d'adaptation, se rendront compte que ça tient plus debout que les choses qui finalement s'évanouissent. Ce qui est bien avec les fake news, c'est que si certaines ont du succès sur le coup, on a vu, y compris là en temps de pandémie, la plupart des fake news qui concernaient la pandémie ont été débunkées très rapidement. Donc le temps joue pour nous, mais il y a urgence, je dirais, à faire jouer le temps pour nous. Voilà ce que je pouvais en dire du point de vue de mon expérience personnelle. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante.